Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. Eh bien c'est Lamine à l'animation comme d'habitude et toujours accompagné de ses acolytes Nicolas et Ludovic. Salut les gars. Bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on reçoit un invité, Emmanuel Pout, qui est un des fondateurs de BAM. Mais il n'est pas que fondateur de BAM, il est aussi réalisateur de documentaires et de fiction. Écoute, je vais te laisser aussi un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire qui est Emmanuel Pout. Ok. Eh ben bonjour. Ravi de votre invitation, pardon. Donc ben voilà. Donc je suis réalisateur à la base, puis auteur. Très vite aussi j'étais producteur parce que je suis autodidacte en la matière. Donc j'étais pas du tout dans le sérail, on va dire, des gens qui sortent des écoles de cinéma, et c'est toujours beaucoup plus dur en fait pour se faire connaître un peu et pour avoir une certaine légitimité, on va dire, comme toujours. Quand on est autodidacte, par ailleurs, j'avais fait des études de philosophie, donc je suis licencié en philosophie, ça m'a permis d'approfondir un certain nombre de choses fondamentales qui me semblaient importantes dans la vie, de thèmes que je voulais aborder dans mes films par la suite. Et donc voilà, je me suis vite lancé comme autoproducteur, on va dire, avec d'autres réalisateurs. On a créé une boîte de production qui est toujours la même. Ça fait, je pense, 35 ans maintenant que je la porte. Et donc l'idée, c'était d'être libre aussi, donc de ne pas dépendre d'un producteur extérieur et de pouvoir gérer nous-mêmes aussi bien l'artistique que le financier, que la promotion et tout ça. Et donc voilà, c'est une école que je conseille à beaucoup de jeunes auteurs réalisateurs aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai, on va dire, un bouchon, il y a un embouteillage énorme du fait qu'il y a tellement d'écoles de cinéma en Belgique, tellement de gens qui sortent des écoles, et que on est dépendant de très peu de producteurs en fait, qui du coup ont une mainmise sur le marché. Et donc moi j'ai toujours eu un statut un peu à part, et donc grâce à ça, ça m'a permis à la fois tenir l'aspect économique en main et d'être complètement indépendant. Voilà, la société s'appelle Lux Fugit Film, et grâce à ça donc j'ai goûté aussi donc aux médias de manière indirecte, et donc pendant la crise Covid, j'étais tellement révolté par ce qui se passait au niveau de la censure, de l'absence de débat, etc. Donc j'ai dit c'est pas possible, ça suffit pas de faire seulement des groupes Facebook. J'en avais créé déjà quelques-uns, de participer à des manifestations, ça ne servait à rien. Donc je me suis dit il faut créer un média, il faut passer à la vitesse supérieure. Apparemment les médias ne jouent plus tout leur rôle, ils sont complètement inféodés au gouvernement et au pouvoir des publicitaires ou des dépendants des fonctionnements, on va dire, perverti par le système. Et donc il n'y a plus de liberté de parole, et donc ou très peu. Et donc voilà, j'ai créé avec d'autres BAM, ce média indépendant. BAM qui se traduit par... Au départ, c'est Belgian Alternative Media. Maintenant, on pense à changer d'acronyme parce qu'on a quand même un public français de plus en plus important. Et donc, on va voir comment on va changer le B. Oui, pourquoi avoir choisi finalement une formule anglaise pour le nom de l'association? D'abord, moi, j'ai trouvé le BAM. Et après, j'ai cherché à quoi ça pouvait correspondre. Je me suis dit, BAM, c'est bon parce que ça va taper, quoi. Donc, Est-ce que vous voulez pas qu'on revienne sur BAM après? Parce que ouais, j'aimerais bien bien qu'on sûr. parle d'Emmanuel d'abord. Bien sûr. Ça vous dérange pas? Alors, je recadre un peu, s'il Ouais. vous plaît, les gars. Oui, t'as raison. Un ouais. peu de tenue. J'avais une question pour revenir sur... J'ai une première question, et tu pourras enchaîner. Si j'ai bien compris, on va se tutoyer. Hein. Ouais, bien sûr. On est belges tous ici, on est Pas des tous, amis. Hein. Non, pas tous. Non, pas tous. Non. Un peu quand même. Il y a un belge ennemi. Il n'y a que les Belges qui se tutoient. Non, c'est pas ça, mais on n'est pas belge. Il y a une proximité, une sympathie belge Ok, c'est vrai. qui transparaît dans le monde d'à peu près, n'est-ce pas les gars? Absolument. Donc, On essaie de s'y adapter. On essaie de s'y adapter. Je voulais revenir à ton parcours, en fait. Tu as une licence en philosophie, me semble. Mhm. Alors, comment on passe on va dire, je pense que tu fais 3 ans, puis 2 ans de master. Je crois qu'à l'époque, c'était 4 ans de Candide, et puis je sais plus comment ça fonctionnait dans l'ancien. C'était 5 ans aussi en tout. Voilà, c'est ça, 5 ans. Tu fais de la philosophie, et comment tu te retrouves? Écoute, je commence à faire mes documentaires et mes films. Je veux dire, comment tu passes de l'un à l'autre? Ou est-ce que t'avais déjà cette vocation, toi? Oui, j'avais déjà la vocation. En fait, D'accord.
très vite, en fait, le cinéma m'a sauvé. De la philosophie. Pas de la philosophie, de la mort, on va dire. M'a sauvé, m'a donné une perspective dans l'existence. Ok. D'abord parce que j'étais dans une famille très dysfonctionnelle, on va dire. Et c'était mon refuge. Et donc je fonçais dans les salles de cinéma pour m'évader. Et donc j'ai mangé des films pour être ailleurs, en fait, au départ. Et puis j'ai eu une sorte de révélation en voyant un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique de Alain Resnais. C'est un film très particulier qui mélange justement science et narration avec un des personnages qui est Henri Laborie, qui tourne autour du fonctionnement de l'être humain et du système des cerveaux, des cerveaux reptiliens, cerveaux, etc., du cortex, etc. Donc, et alors, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, le cinéma, ça peut être aussi une manière de mieux se connaître, de mieux connaître le monde, et puis très vite, j'ai découvert aussi Pasolini, et donc, et puis Cassavetes. Et donc ça, c'est tous des gens qui m'ont fondamentalement influencé. Et je me suis dit, là aussi, il y a moyen de parler de poésie, en fait, à travers Pasolini essentiellement. Et puis Cassavetes, il y a moyen de faire des films avec très peu d'argent, mais dans une grande profondeur, et de toucher de nouveau, de manière très profonde, aux relations humaines. Et donc grâce à ça, enfin, tout ça a fait que j'ai voulu être cinéaste. Je me suis présenté à l'Assas, mais j'étais à l'époque totalement punk révolté. Donc j'avais 17 ans. Je quitte ma province et j'arrive à Bruxelles, et donc je passe l'examen d'entrée et je me fais prendre pour le deuxième tour, mais au deuxième tour je me fais jeter. Et donc voilà, je me suis dit moi je veux quand même faire des films à travers tout, donc je vais attendre, je vais faire la philo, je vais travailler. Et je vais gagner de l'argent en même temps. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, en fait, la philosophie a fait ce double avantage, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de ces examens en milieu d'année. Donc j'étais très libre. Et donc je pouvais faire plein d'autres choses. Donc je commençais déjà à écrire des films, à en réaliser en Super 8 et tout ça. Et donc à jouer dans des films d'autres. Et puis en fait, j'ai gagné pas mal d'argent, figure-toi, en faisant des expériences pour nos amis de Pfizer. Ah bon. Donc j'ai servi de Le Kobe. verre est dans le fruit. Je servais de Kobe dans un hôpital, dans un truc qui était complètement clandestin, donc absolument pas officiel, où on était enfermé pendant 1 mois. Ah oui. Et donc on recevait, on savait pas ce qu'on prenait. Tout le service médical était pakistanais. C'est dans quelle année, ça? Ça, c'est dans les années 80. Et donc moi, j'étais new wave punk, c'est ça, donc j'étais très révolté en même temps, donc j'avais une apparence aussi assez un peu, bon, je prenais pas mal de drogue, etc. Mais bon, à ce moment-là, je me calmais pour les expériences. On était Ça peut être raisonnable. De toute façon, Qu'est-ce qui était pire, les drogues ou les expériences chez Pfizer? Je sais pas, les expériences, je sais même pas ce que je prenais. Donc, et donc on était payé en black à l'arrière d'un café à la porte de Namur. Tu as fait ou tu vas faire un film là-dessus quand même. Non, bah, il y a moyen. Et donc, voilà, on était une vingtaine avec. Il y en a 10 qui sont morts, c'est ça? Je sais pas où ils en sont les autres. En tout cas, j'en connais encore 1 ou 2 qui sont toujours bien vivants. T'étais dans le groupe placebo, à mon avis. Les 10 sont pas morts, ils sont portés disparus depuis l'époque. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent et de faire d'autoproduire mon premier court-métrage. Et voilà. Et donc, j'ai fait ce premier petit court-métrage. Et puis j'en ai fait un second, et le second, j'ai eu la chance de gagner le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Donc j'étais sélectionné à Cannes, déjà j'en revenais pas. et donc je pars à Cannes. Faut savoir que le Festival de Cannes, c'est un des seuls festivals au monde, je crois, où j'étais dans plein de festivals,
qui ne t'héberge pas, qui t'offre rien. T'as le privilège d'être sélectionné, donc ils t'offrent rien. Et tu dors dans ta voiture, c'est ça? Donc moi, je dormais dans une caravane. Une caravane à 25 km de Cannes. Et puis un jour, donc à la fin du festival, je m'en vais. J'étais sur le point de partir, de quitter la caravane. Et puis Gilles Jacob, le président, il m'appelle, il me dit, faut rester. Voilà, faut rester. Et donc après, j'ai gagné ce prix. Et j'ai eu une nuit au Majestic. et voilà. Et après, après, ça m'a un petit peu aidé, quoi, parce que comme j'avais pas de reconnaissance du tout, les gens savaient pas d'où je sortais. Voilà, tout d'un coup, ils ont vu un gars apparaître de nulle part. Un petit peu, hein, ça m'a un peu aidé, mais voilà. Et c'est ton réseau ou ta chance qui a fait que tu as été sélectionné? Comment? Son talent. Le réseau, je peux dire que là, je connaissais vraiment personne. Moi, je viens d'un petit milieu, tout à fait anonyme. Et donc, là, de toute façon, là, ça se joue au niveau international. En fait, on envoie le film. À l'époque, on l'envoyait en VHS. D'accord. Bon, c'était un film tourné en 35. Hein. Quel était le titre et le thème rapidement de rapidement, le titre, c'était La Sensation. Et le film était tourné entièrement en un plan séquence de 12 minutes. C'est une sorte de ballet comme ça. On suit un cambrioleur qui rentre dans une chambre. Et en fait, sans le savoir, il rentre dans une chambre mortuaire. Il doit se cacher et sans arrêt parce qu'il y a tout le temps. Donc, il assiste au ballet, si tu veux, de toutes les personnes qui viennent de rendre un dernier hommage au défunt qui est sur le lit au-dessus de lui. Et donc, petit à petit, il découvre la vie de ce gars. Il connaît finalement mieux ce gars que n'importe qui, puisqu'il a toutes les facettes de ce gars, parce qu'il y a une ex-maîtresse qui passe, qui vient régler ses comptes. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est un peu burlesque, c'est tragicomique. Donc, ce rapport à la mort, voilà, parce que ça m'a très fort marqué aussi. Très vite, j'ai touché à la mort du fait que j'avais perdu ma mère à la même époque, vers 18-19 ans, en fait. Voilà. Et ce court-métrage, par exemple, tu as tout fait toi-même? Tu avais écrit, tu avais réalisé? J'ai écrit, réalisé, produit en compagnie d'un ami à moi qui est devenu producteur par la suite et qui a créé sa propre boîte et donc qui s'appelle Arnaud Demunck. Mais j'ai tout fait moi-même, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ça. Mais moi, j'avais une vraie équipe. J'avais même le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'avais eu une aide sur base du scénario, quoi. Et tu disais tout à l'heure qu'en fait, c'était un échappatoire, que tu étais plus jeune, le cinéma. Ouais. Est-ce que c'est aussi une idée de passer ces choses-là aussi aux gens, leur montrer une vision différente à travers l'écran? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as des retours là-dessus? Est-ce que tu as toujours envie de faire ça comme ça? Est-ce que c'est toujours ça qui te motive finalement? De montrer aux gens, de fuir la réalité, mais de la montrer différemment par l'écran? Bon, au contraire, il ne s'agit pas du tout de fouiller la réalité, c'est plutôt d'y aller au plus profond maintenant. Donc, ouais, ça a toujours été ma perspective, à travers mes documentaires comme à travers la fiction. Il y a un mystère. Enfin, moi, j'aime bien l'idée. J'ai une éducation très religieuse, en fait, très hyper catholique. Moi, je suis athée, mais j'ai toujours été très très fort touché par la religion. Quand je dis religieux, c'était prière tous les jours, à genoux à côté du lit, en repas. Voilà, on était dans un truc très très sacralisé, voilà, très fort, quasi mystique. Tu en es bien sorti quand même. Dysfonctionnel, religieux, la drogue, punk et tout, c'est pas mal. Punk et la drogue, c'était en réaction. Hein. Ouais, bien sûr. donc voilà, ça va avec, assez classique. Et puis dysfonctionnel parce que voilà, j'avais une mère. Qui était souvent en asile psychiatrique et mon père était un mystique très très fort en fait. Donc il y avait d'ailleurs j'en fais un film que je suis en train de préparer maintenant qui s'appelle Folie et que j'ai déposé au CNC en France et que je vais défendre oralement dans 3 semaines. Il y a toujours ces procédures très scolaires dans le cinéma jusqu'au bout. On a toujours passé des examens. Et là, on passe en 2e tour et donc on a une chance que ça se fasse grâce à des producteurs français que j'ai. Et là, ça raconte cette histoire, en fait, exactement cette période de ma vie. Et puis, ce rapport entre un père qui était sincère dans sa foi, mais qui s'en remettait totalement et à la science médicale et à la Vierge Marie. Et donc, pour essayer d'arranger les problèmes de ma mère, mais voilà, mon avis, c'est que c'était pas les problèmes de ma mère, c'était plutôt la famille que ma mère faisait juste le symptôme d'un problème qu'il y avait dans la famille elle-même. Et donc,
très vite, j'ai essayé de voir. Quand j'étais gamin, j'ai dû essayer de comprendre ce qui se passait parce que j'avais deux personnes qui étaient avec des interprétations du monde très très différentes l'une de l'autre, quoi. Et dont une exerçait un pouvoir sur l'autre puisqu'elle la mettait sans arrêt en hôpital psychiatrique. Et donc l'histoire que je veux raconter, c'est l'histoire d'un gamin qui est confronté à ça et qui fait tout pour essayer de faire sortir sa mère d'hôpital psychiatrique, mais il est trop jeune, il a 13-14 ans, il n'a aucun pouvoir, parce qu'il comprend qu'elle n'est pas folle, en fait. Elle n'est pas folle du tout. Et donc certainement aussi que maintenant que j'en parle, un des axes fondamentaux peut-être qui me fait agir en fait comme cinéaste, c'était de sauver ma mère et que je fais ça à travers tous mes films en fait. Et donc parce que de montrer que la réalité est différente que de celle qu'on voit d'apparence et que souvent c'est beaucoup plus complexe et que c'est pas voilà. Il peut y avoir des gens qui donnent l'apparence d'être borderline ou maniaco-dépressifs, mais qui le sont simplement parce qu'ils sont plus sensibles. Et simplement aussi parce que ils sont stigmatisés, ils sont mis dans un rôle, dans une position, et ils ont tous les mal du monde à s'en sortir, à sortir de ce rôle. Et donc moi j'ai dénoncé très vite ça à la suite du décès de ma mère qui s'est suicidée en fait. Voilà. Alors pour parler un petit peu aborder un peu l'articulation entre le documentaire et la fiction. Alors moi j'ai regardé 2 documentaires, j'ai regardé Frites-Côtes et Le Bonheur en toi. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le générique de Frites-Côtes, c'est la mention de scénario. C'est la première fois que je vois scénario qui apparaît dans le générique d'un documentaire. Alors voilà, ça me... Ouais. Bon bah alors ça c'est un petit clin d'œil parce que en fait de plus en plus il faut savoir que dans les commissions des films, on demande de scénariser au départ maintenant les documentaires. C'est invraisemblable parce que quand vous faites du documentaire, vous savez que rien de ce que vous avez éventuellement préécrit ne va se réaliser. C'est de la recherche. C'est de la recherche, c'est juste des narratifs possibles. Et évidemment, le scénario que j'ai préécrit pour ce film-là, dont je me souviens même plus, il correspond absolument en rien à ce que j'ai filmé, parce que évidemment, je ne connaissais même pas ce personnage au moment où j'ai écrit le scénario. Le point de départ, l'idée était simple, c'est que la friterie était un petit théâtre de la société belge qui était magnifique pour moi, donc où encore se mélangeaient les différentes classes sociales, de tout type de personnalité. Et en plus, avec le personnage que j'ai découvert, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré beaucoup de frituristes, j'étais dans plein de friteries, ben celui-là, il avait vraiment, cette personne, elle avait un don pour l'écoute et le partage. Et donc, elle suscitait des choses, elle était haute en couleur en plus, voilà, mais donc tellement authentique, tellement sincère. Donc tout ça, j'ai pas pu l'inventer. Donc le scénario, c'est juste ce clin d'œil au fait que voilà, sans arrêt, puisque moi je produis aussi d'autres documentaristes, hein, donc je produis beaucoup de films en plus des miens. Là justement, je viens encore d'en déposer un qui par chance en fait est passé. Mais de nouveau, on avait fait un narratif hyper construit pour une histoire qui raconte. Ça s'appelle Toi, moi et l'écran. Toi, l'écran et moi. C'est le film d'une jeune réalisatrice. Et ça parle du fait qu'aujourd'hui, le couple est plus que jamais en danger dans les jeunes générations. Et donc, les couples, ils tiennent plus pas plus de 4-5 ans, voilà. Et un des obstacles supplémentaires qui est arrivé aujourd'hui, c'est l'écran. L'écran sous toutes ses formes, parce que l'écran qui fait que, déjà, ici, en l'occurrence, c'était l'histoire de son gars qui est complètement accro aux jeux vidéo, et au point même que pour exister à ses yeux, elle a dû se créer un personnage, un avatar, pour apparaître dans le jeu vidéo de son gars. On est loin. Enfin voilà. Et donc, mais tout ça, donc c'est de l'autofiction, c'est du narratif. Et bon, malheureusement, le scénario, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pourquoi le narratif est si présent maintenant dans le documentaire, c'est que les décideurs veulent qu'il y ait de l'histoire à tout prix. Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que on a peur de l'ennui, on a peur il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait du suspense, toutes choses qui appartenaient avant totalement à la fiction.
Mais aujourd'hui, le documentaire, il est de plus en plus perverti. Heureusement, il reste un documentaire d'auteur qui échappe à ça, qui tente d'y échapper. Et moi, j'ai un statut un peu particulier. Je ne sais pourquoi. Je suis assez libre, même totalement libre dans mes choix. Mais la plupart du temps, quand vous faites maintenant des films qui sont des commandes, vous n'avez plus le choix. Surtout pour Arte, par exemple, qui a toujours cette image du cinéma indépendant, mais qui n'est pas vraiment. Vous avez des obligations énormes au niveau même de la construction dramaturgique du documentaire. Et donc, voilà, il y a une sorte de contrôle c'est une manière pour les gens de se rassurer sur ce que sera le produit, on va dire. Et donc, c'est assez à l'image du monde, finalement. Totalement. Tout doit être scénarisé. Exactement. Vraiment, rien ne doit échapper. Tout doit être contrôlé. Il doit y avoir de l'improvisation ou de bonnes ou mauvaises surprises. Exactement. Et la même chose dans la prééminence du scénario dans la fiction. Vous ne pouvez pas savoir. Quelle folie. Parce que là, je sors encore de commission. Là, les commissions, les gens sont de plus en plus intrusifs. C'est-à-dire qu'il y a une censure. Ils se rendent même pas compte qu'ils rentrent dans la censure. Parce qu'ils rentrent même dans vos choix, en fait. Pourquoi vous avez choisi ce personnage-là comme personnage principal? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi est-ce que vous l'avez décidé de le tuer? C'est mes choix, mais je n'ai pas à justifier. Et donc, il y a un interventionnisme incroyable, en fait, des commissions. Souvent, je pense par manque d'expérience, parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est l'écriture d'un scénario, et jusqu'à quel point on peut intervenir dans l'écriture de quelqu'un. Un romancier qui recevrait ça comme avis, il n'en reviendrait pas. Je veux dire, c'est ici, donc c'est voilà, et une sorte d'infantilisation aussi, parce que vraiment c'est une sorte d'humiliation. J'en discute avec beaucoup d'auteurs, réalisateurs, et on est tous amenés sur la même enseigne. On est vraiment, c'est une sorte où chaque fois on doit recommencer à zéro presque. C'est comme si vous aviez rien fait en fait. Et une sorte d'humiliation invraisemblable parce que on rentre dans l'intérieur de votre construction narrative. Et là, c'est pas l'objet en fait. On peut critiquer thématiquement, on peut donner son avis sur des choix généraux, mais pas à l'intérieur de la narration. Et donc, c'est vraiment très intrusif et très, très dérangeant, en fait. Et on est confronté à ça sans arrêt. Il y a un contrôle de la narration, j'ai envie de de la dire qu'on est sous contrôle. censure. Donc finalement, malgré le fait que tu es autodidacte, tu as créé quelque chose d'un peu à part et que tu as une grande liberté, tu restes à la fin tributaire de ceux que tu appelles les décideurs. Il y a quand même quelque chose de toujours bloqué à la fin. Il faut refaire l'examen, il faut parler, etc., etc. C'est-à-dire que ce contrôle, je l'ai fait sans personne. Ce contrôle, donc c'est ta mon dernière dernier long fiction. métrage, parce que je voulais le faire à tout prix. Mais en général, j'essaie d'avoir des financements pour pouvoir payer honorablement les gens, en fait, simplement. Et puis pour quand même avoir accès à tout le réseau, parce que sinon, là, j'ai dû me battre à chaque étape, c'est-à-dire au niveau de la production, au niveau maintenant, après, au niveau de la distribution, on n'a aucune aide. Donc, tandis que quand vous rentrez dans le moule, on va dire, dans le sérail, vous avez toutes les aides. Et donc tout, en fait, c'est un jeu de domino. Le premier domino tombe, tous les autres, normalement, vous les avez à la suite. Et donc, oui, effectivement, il y a un contrôle narratif de plus en plus grand, et dans le documentaire, et dans la fiction. Et pourquoi alors, quand tu as présenté, par exemple, Sous contrôle, pour essayer peut-être d'avoir, justement, le réseau de distribution et autres, comment on t'a justement dit non, ça va pas, faut que tu changes ça, et tchic et tchac. Et tu t'es dit, bon, c'est bon, là, je vais le faire, j'ai pas Non, besoin. pas en distribution. La distribution, c'est justement encore beaucoup plus simple ça comment c'est perverti. C'est que quand vous avez un film qui est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez une aide automatique, qui est ridicule, de, je pense, 40 ou 45 000 euros d'aide à la distribution. Okay. Mais donc, cette aide à la distribution, elle va où? En grande partie, elle va au distributeur. Oui. Donc, le distributeur, il sait que peu importe la qualité du film, peu importe le film, il n'en a rien à foutre même, hop, il sait déjà qu'il va avoir ces 45 000 euros qui vont tomber. Tandis qu'avec mon film, il n'y a rien. Donc, il n'a aucun intérêt, parce qu'il sait il compte pas sur les entrées. Personne ne compte sur les entrées. Il y a tellement peu d'entrées en Belgique dans les salles de cinéma pour les films belges que personne ne compte dessus. Donc, voilà, c'est un système où, de manière indirecte, en fait, il y a une aide qui est ridicule, parce que si vous voulez avoir un vrai budget de promotion, il faut savoir que les films américains,
la moitié du budget, Ouais. ou si pas la moitié, les 2/5 sont voués uniquement à la promotion, donc sur le budget global d'un film. Ici, 45 000 euros. On est où là? C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau de la promotion d'un film? C'est à tomber par terre. Mais même si 45 000 euros, voilà, les distributeurs qui sont déjà eux-mêmes à la base tous subventionnés pour exister. Mais pour avoir une idée, par exemple, ta dernière fiction, Sous contrôle, c'est quel budget? C'est un budget de combien? Là, c'est exceptionnel parce que je l'ai fait avec 120 000 euros. D'accord. Alors que Ce qui est peu. c'est très très peu, ça, Et- mourir de rire. Et pour les auditeurs, le résultat est bon. Pour 120 000 euros. Oui. Le résultat est bon. Oui, Vraiment. ça se voit pas, je crois. Non, pas du Non, tout. non, du tout. Donc l'idée, c'était que je voulais le faire à travers tout ce film, parce que voilà, je me semblait que c'était important de le faire. Et il y a toujours de l'orgueil. Mais donc, et puis j'avais décidé que tout le monde était payé au même tarif, D'accord, ouais. sauf les stagiaires. Et tout le monde avait 3 000 euros. Donc tout le monde était payé de manière équitable. Et voilà. Et puis après, évidemment, ça n'était impossible sans qu'il y ait des gens qui soient rentrés en coproduction. J'ai pas dû payer tout le matériel caméra, les éclairages, la post-production. J'ai eu plein de gens qui sont rentrés ce qu'on appelle en participation sur les bénéfices à venir. D'accord. Pour un tournage qui a duré combien de temps? Qui était en 3 semaines, 3-4 semaines. En plein Covid. Et donc, cette dernière fiction, qui est sortie en septembre, c'est ça? Ouais. Elle est encore projetée, on peut encore le voir dans des endroits? Oui, là, j'ai pas eu le temps parce que je fais beaucoup de choses en même temps, mais je vais reprendre mon bâton de pèlerin et je vais réattaquer d'autres salles parce que comme je le distribue moi-même, je dois aller voir chaque exploitant pour essayer de le convaincre de mettre le film. Et voilà. Et donc, maintenant qu'il est sorti à Bruxelles dans une salle, je remercie le Cinéma Aventure qui a pris le risque de le faire. Je vais aller voir toutes les salles de Wallonie et peut-être d'autres salles à Bruxelles. Voilà. Et alors, cette actualité, ce dernier film, c'est quoi le pitch, comme on dit, sans divulgacher, comme on dit aussi parfois? L'idée, c'est qu'on suit le retour à sa maison d'un gars qui a un bracelet électronique, qui a subi une peine pour une raison qu'on ignore et qu'on va découvrir petit à petit et qui n'est pas du tout celle à laquelle on croit. Et petit à petit, on va se rendre compte que ce gars va se retrouver dans la belle villa dans laquelle il vivait auparavant, dans son quartier assez bourgeois. Mais cette villa est vide, que la plupart des gens s'écartent de lui, que ses proches s'écartent de lui, que les voisins s'écartent de lui, et petit à petit, on va découvrir pourquoi. Et puis il va rencontrer une personne qui va le sauver du désespoir, en fait. Voilà. Tu dis, il ne porte pas un bracelet électronique pour les raisons qu'on croit. Quelles sont les raisons que tu crois qu'on croit quand on ne connaît pas la situation? Je sais pas, je peux te le demander, toi. Qu'est-ce que je pensais que tu avais une idée. Moi, je pense, oui, bien sûr, j'attendais d'avoir la solution. Bah oui, j'ai vu le film, donc je sais pourquoi. Je vais pas le dire, la vraie raison. Mais à quoi tu as pensé, toi, peut-être en cours de route? Alors, je voulais en parler un tout petit peu plus tard parce que c'est un aspect du film qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est-à-dire qu'effectivement, le thème du bracelet électronique et de l'assignation, enfin le périmètre, la restriction du périmètre de vie, puis qui se transforme en assignation à résidence. Moi, je m'attendais à une métaphore sur ce qu'on a tous connu, d'ailleurs particulièrement en France, parce que en Belgique, je crois qu'il n'y a pas eu je me souviens pas qu'il y a eu de périmètre dans les mesures sanitaires, entre guillemets. En France, on ne devait pas s'éloigner de plus de 10 km de l'endroit où on vivait. Je ne sais plus comment c'était en Belgique. En tout cas, c'était tout comme. Là, j'ai été rattrapé par la réalité, parce que je ne l'avais pas prévu. Oui, il était tourné pendant. C'était tourné pendant. Oui. Et donc, moi, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, parce que je parle d'un truc où le réel me rattrape complètement, parce que c'était pas prévu du tout. Oui, parce que quand on voit les arbres dans le film, c'est vraiment à la fin de l'hiver, au début du printemps. Hein. Donc, effectivement, tu as été complètement, pris. J'étais pris, donc. Ouais. Et en même temps, j'avais proposé le film à plusieurs acteurs plus ou moins connus en France, qui m'avaient dit, mais non, ces histoires de contrôle généralisé, c'est fini, dans quel monde tu vis, ça c'est fini, George Orwell et tout ça. Encore des visionnaires. Je dis voilà. Et donc voilà, moi je pense qu'on pourrait imaginer que le gars il était genre pédophile ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Je pense, parce que comme il est rejeté de manière un peu comme ça, assez franche par les gens,
Je me dis que peut-être c'est ça. Mais bon, j'en dis pas trop parce que. Faut pas spoiler, comme on dit. Hein. En même temps, tu dis, il y a un personnage qui va le sauver du désespoir, mais le film, sur l'ensemble, sans divulgacher, est quand même assez désespérant. Il est désespéré, ouais. Et moi, c'est la question que je voulais poser. C'est alors, on peut le transformer comment dire, le dire, continuer la question autrement. C'est quel peut être l'intérêt, et c'est pas une question ironique, hein, pour le public aujourd'hui de partager ce désespoir, de se voir transmettre ce désespoir-là. Ben, c'est-à-dire que ça veut parler surtout des prisons qu'on se crée soi-même sans savoir, et que dans laquelle la société nous met malgré nous. La prison principale pour moi, c'est souvent la villa, la maison. La maison. Qu'est-ce qu'on sacrifie au nom de la maison et de cette protection, et après du confort, et après de l'image de marque que représente cette maison. Et bon, j'ai pas de trop en parler non plus, mais ça a été le problème de ce gars. Le problème de ce gars, ça a été, c'est qu'à un moment donné, il n'était pas fait pour ça. Il a senti qu'il perdait sa liberté. Il sentait qu'il était complètement happé par le système. Normalisé, on va dire. Mm-hmm. Comme on est tous presque pris par ça, à un moment donné de nos vies. Et moi, ça parle de moi, évidemment. Indirectement, j'ai pas vécu tout ça, mais je veux dire, pour moi, c'était un gros choc quand j'ai eu un enfant, de voir que cet enfant était instrumentalisé par la société sans que je m'en rende compte, pour me ramener dans le moule, en fait, dans les horaires, dans l'obligation de ramener un salaire, d'être responsable, entre guillemets, de finalement quitter toute forme de légèreté, d'avoir maintenant, ça y est, c'est fini, tu rentres dans le monde adulte, voilà, il y a tout ce truc qui va peser, moi, et que je pense pèse à beaucoup de gens. À quel signe concret est-ce que tu as vu que ton enfant était instrumentalisé, comme tu dis ? Pas lui-même, hein. Oui. La notion même de devenir père, plutôt. Ah, d'accord. La notion de devenir père. L'obligation, toutes les obligations, tout d'un coup, de conformité avec la société qui arrive dès la naissance, en fait, où déjà... ça arrive à la maternité, hein. Je veux dire, on est déjà le compte en banque du gamin qui arrive, on sent les pressions familiales pour vous dire maintenant c'est fini de rire, il faut avoir un métier sérieux, il faut ramener de l'argent tous les mois, et tout, c'est fini. Donc moi ça m'a pesé et je me suis dit bon il ne doit pas y avoir que moi à qui ça pèse aussi fort, quoi. Je veux dire, donc c'est cette première prison là dont je voulais parler, parce que c'est une prison invisible mais énorme, qui se fait à travers un bonheur d'avoir un enfant, en fait. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc ? Parce qu'en même temps, j'étais heureux de devenir père, mais en même temps, j'avais un malheur et je sentais une dépression qui me pesait. Il y a plein de gens, tous les couples explosent, je ne sais pas par hasard. Il y a tellement de gens qui rentrent en dépression. Il y a quelque chose, il y a un problème. Parce qu'en plus, la famille est ramenée sur elle-même. Enfin bon, tout ça, j'aborde pas dans le film, mais c'est ce qui est sous-tendu. Dans le film, et puis que c'est désespéré parce que là il va très loin dans la désespérance il va beaucoup plus loin que ce que moi j'ai été, mais à des moments où j'étais tellement seul dans ce rôle de père que j'étais pas loin d'avoir des idées suicidaires, en fait. Je me dis mais à quoi bon, je dirais, est-ce que je dois sacrifier ma vie entièrement à ce rôle ? Est-ce qu'à un moment donné, je dois m'oublier ? Parce que la plupart du temps, on doit s'oublier très fort quand on est parent. Et là, je vois les jeunes, c'est la même chose. J'en discute beaucoup. Ça revient sans arrêt. Et on n'est pas préparé à ça. Parce qu'on est... Toute notre enfance, on a été sacralisé et sursacralisé comme enfant, puis comme jeune adulte. Et puis quand on devient adulte et qu'on a nous-mêmes des enfants, tout d'un coup, c'est l'inverse. On doit s'oublier entièrement. Alors qu'on a été sacralisé, mis en avant, individualisé à mort. Donc il y avait que ça qui comptait. On est très fort individualiste, plus que jamais. Je veux dire. Et tout d'un coup, on doit tout mettre entre parenthèses parce qu'on doit être au service d'un autre être. Et c'est très difficile, en fait. On perd beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que c'est là l'origine de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Bon, c'est tous ces enfermements dont je parle de manière indirecte dans le film. Je tiens à signaler que c'est pas le sujet du film. Non, pas du tout. Donc... C'est vraiment les a priori de l'histoire du gars, quoi. Oui. Non. Après c'est marrant que tu dis ça parce que je suis plus jeune que toi. Je suis papa récemment. Ouais. Mais moi, je savais que je vais mettre
que ma vie serait mise en pause en fait. Ok. Et je sais pas c'est dû à quoi, c'est peut-être dû à une différence d'éducation. Sans doute. Ce que tu dis est assez touchant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être parent en fait. Que c'est une vie qui est à mettre en pause, etc. Et qui tombent justement dans ces travers je sais pas, de la belle vie, de la belle maison, de la bonne communication, du coaching personnel, et finalement qui n'y arrivent pas et qui se pensent inférieurs à tout le monde, puisque tout le monde joue en fait son petit rôle de ça marche bien à travers les photos de vacances, etc. Or que c'est pas du tout le cas en fait. Exactement. Dans la réalité des choses, c'est pas du tout ça. Moralité, ne faites pas d'enfants. Bon, Je suis pas d'accord avec ça ça. peut être un choix, mais bon, il y a rien. Moi, j'ai tellement découvert à travers mon fils et à travers le partage que j'ai fait dans son éducation, comment lui-même m'a appris tellement de choses sur moi-même que je dirais jamais ça. Non, monsieur, ayez des enfants. Moi, je vais te contrecarrer. C'était une boutade. Bien sûr. Proliférer. Mais il peut y avoir. Je comprends quand on n'est pas envie d'enfant. Voilà, Ouais, t'as moi raison. C'est possible. Il y a pas de tabou là-dedans. Mais pour en revenir à ton film Sous contrôle, alors moi j'ai regardé, je vais le dire avec un a priori, il y a encore un film belge, on va s'ennuyer, etc. Et en fait pas du tout. Ouais. C'est assez bien fait, les acteurs sont bons, c'est bien réalisé. En plus maintenant quand je sais le budget que tu y as mis, Oui, c'est assez impressionnant franchement, parce que c'est vrai que c'est- techniquement, la Ouais, mise non, en c'est vachement scène, bien. la photo et tout, c'est très réussi. Ouais, Non, absolument. mais moi, je suis très méticuleux. Je fais hyper attention à tout. Et puis, il faut savoir que moi, je pense pas que les acteurs sont bons. Ils sont juste exceptionnels. Ils sont super bons. Et vraiment, j'ai eu l'occasion de faire un très très long casting. Comme j'étais libre, j'avais pas aucune obligation de prendre du bankable, hein, parce que là, il y a une autre. Le système, il vous oblige tout le temps. Maintenant, quand vous avez reçu l'argent, hop, le next step, c'est que tu dois prendre un acteur qui va ramener des spectateurs, qui va pas en ramener, mais tu vas quand même le prendre parce il est censé t'en ramener. Donc ça, c'est la pression des producteurs et des distributeurs, chaîne de télévision et tout le bazar. Donc là, que j'étais totalement libre. Moi, j'ai fait un très long casting. J'ai pris vraiment qui je voulais, les plus inconnus, peu importe s'ils étaient meilleurs, je les prenais. Et là, j'ai pris ces deux personnes que j'ai longuement sélectionnées, fait plein d'essais. Et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait auparavant, c'est que j'ai tourné entièrement le film tout seul avec eux, préalablement. Je suis parti 3 semaines avec eux. Et j'ai tourné, moi, parce que moi, c'est moi souvent qui filme les documentaires, donc je les ai filmés. J'ai filmé le film, pré-découpé. Je l'ai fait monter. Donc j'avais mon film en brouillon, tourné en 3 semaines sans équipe, sans rien. Donc je savais déjà que ce que ça donnait. Et donc après, c'était juste comme on avait fait un peu d'improvisation, parce que je travaille toujours avec les acteurs sur le texte lui-même, et ils le mettent dans leur bouche, dans leur chair, ils m'apportent plein de choses que moi je peux pas découvrir, que je pourrais pas apporter. Donc ils ont vraiment apporté leur expérience à l'écriture, et à partir de ça, c'était plus facile de faire le film, parce qu'après j'avais le brouillon en fait, voilà. Et c'est une méthode de travail que on peut évidemment jamais avoir quand on est avec des gens, des stars ou quoi que ce soit, où les montants sont invraisemblables pour la journée et quoi que ce soit. Donc voilà, là j'avais le temps et j'ai pris tout le temps que je voulais. Est-ce que tu me permets, sinon je poserai ma question autrement, de divulguer la profession de la femme qui entre dans la vie du personnage principal, ou est-ce que tu veux faire Non, mais ça bien sûr, bien sûr. Donc alors, pourquoi avoir choisi une prostituée? Le film prend un tour tout à fait différent à partir du moment où il convoque les services d'une prostituée, à partir de quoi le film va tourner essentiellement autour de ça. Pourquoi avoir pris ce parti-là? Parce que ça, c'est une question d'expérience d'homme. Et je pense que beaucoup d'hommes vont se reconnaître là-dedans. C'est que quand il y a une grande solitude émotionnelle ou sexuelle, le dernier recours, c'est la prostituée. Et donc, c'est les skirt girls. Et donc, je pense que, personnellement, la société irait beaucoup plus mal si elle n'existait pas, parce que elles sauvent bien des âmes et des gens. Je parle ici d'une prostituée indépendante, donc le sujet. Qui en a fait le choix, tu parles pas des réseaux. Qui en a fait le choix. Oui. Je veux dire, c'est pas le sujet du film de parler de toute la mafia qu'il y a derrière, tous les réseaux, etc. Mais voilà. Et donc ça parlait de ça parce que souvent c'est le dernier recours. C'est le dernier recours pour échapper. Et alors moi, ce qui m'intéressait derrière ça, c'est le théâtre du sexe en fait. Mm-hmm. Et tout ce que le théâtre du sexe peut révéler en fait de
des failles les plus profondes de l'être humain. Et souvent, aujourd'hui, on est, en fait, ce qui est divulgué dans les médias, c'est une vision tellement édulcorée de la sexualité, alors que pour moi, c'est un théâtre incroyable, parce que peut s'y jouer des choses essentielles quand le sexe est bien fait, quand le sexe est bien compris. Quand ça peut être un vrai théâtre où tellement de choses se mettent en jeu. Des deux côtés d'ailleurs, hein, parce qu'on voit dans le film que c'est pas que pour une personne que c'est important. Et moi, la sexualité m'a souvent sauvé aussi, en fait, parce que aujourd'hui, c'est tellement méprisé ou réduit à tellement peu de choses, en fait, la sexualité. Alors pour moi, c'est un truc à la fois trivial, ça doit être sale ou propre, peu importe, mais en même temps, c'est sacré. C'est sacré. Ça a c'est des moments fondamentaux de l'existence. Enfin, pour moi, la sexualité, c'est un lieu, en tout cas, un moment essentiel dans l'existence, en fait. Ouais. Et est-ce que pour créer le personnage de cette prostituée qui s'appelle Rosanna, je crois, est-ce que tu t'es basé sur les témoignages de professionnels? En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était tout ce rapport aux pas seulement aux escortes, mais c'est qu'elle elle fait comment on appelle ça maintenant, par internet, donc elle est cam girl, cam girl. Et donc ce qui m'intéressait, c'est ce truc à distance. Et donc, elle fait à la fois de la prostitution et à la fois les cam girls. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de prostitution à distance sans rencontrer les gens Et donc là, je me suis dit, oulala, mais là, il y a une vraie métaphore sur la société, parce que là, je peux agir à distance sur quelqu'un qui va répondre à mes fantasmes sans même que moi je sois présent dans le réel. Donc, je peux le contrôler de nouveau à distance. Je peux en le payant, évidemment. Et donc, ça, il faut savoir que c'est un business qui rapporte énormément sur le net. Donc ça m'intéressait aussi comme métaphore de la société. Et donc là, effectivement, en fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de filles qui faisaient ça. Et j'en ai rencontré une en particulier qui m'a expliqué la plupart des choses qui se passaient avec ses clients, avec les gens avec qui elle travaillait. Et donc voilà, à partir de là, j'ai écrit le personnage, quoi. Mais bon, il y a beaucoup du personnage qui est aussi venu de l'actrice elle-même. Hein. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que quand on parle d'escort girl, il faut savoir que moi j'ai entendu quelques témoignages quand même, et que finalement l'acte, on va dire, sexuel physique, c'est peut-être les premiers rendez-vous, mais après c'est plus du tout le cas, quoi. Les hommes se confient. Voilà, c'est un peu le psy, en fait, le psy à domicile. Ah ben bien sûr. Avec qui on a été intime, donc vu qu'on l'a eu dans l'intimité, on peut se permettre de le psy ou le temple. Ouais, voilà, c'est vrai. Vu qu'on a visité le temple. Le psy ou le temple. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non seulement ça, mais en plus, si l'escorte est assez ouverte dans les rôles différents qu'elle peut jouer, elle peut répéter des rôles qui sont demandés. Donc c'est vraiment un théâtre, hein, pour moi. Oui, bien sûr. Et donc s'il n'y a pas ce théâtre, en fait, la plupart des gens, ou des hommes, à mon avis, à un moment donné, ils pètent les plombs, parce que c'est même des jeux qui ne sont pas possibles dans la sexualité, comment dire, on va dire classique, dans le couple. Oui, voilà. Parce on révèle là des choses que peut-être il vaut mieux pas révéler à tout le monde. On est d'accord. Et on va laisser l'occasion à nos auditeurs d'aller regarder ce film. Tu as dit qu'il était dans quelle salle pour le moment, il n'est plus dans aucune salle. Il était à l'Aventure. Et j'œuvre à ce qu'il ressorte en salle pour le début de l'année prochaine, quoi. Donc si aujourd'hui un auditeur veut le voir, il doit attendre. Il doit attendre sous contrôle, et puis voilà, il verra. Donc je vais essayer de le promotionner un maximum. Alors évidemment, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des très bonnes critiques, dont Hugues Daillé, qui en a fait un super papier et super éloge pendant 10 minutes. Moi, je partage pas toujours les avis d'Hugues Daillé, mais pour moi, c'était du pain béni. Et surtout, c'était une bonne revanche, parce que par rapport à toute l'institution, tout d'un coup, j'avais un gars de l'institution qui savait pas d'où ça venait, ce film, qui m'adoubait, donc qui me donnait, et puis qui conviait les gens à aller voir le film. Donc voilà, parce que c'est un film qui est un peu particulier, qui est un peu dur quand même. Voilà, voilà. On peut aussi dire que peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui a une salle, peut-être un programmateur qui peut être intéressé aussi. Ah bah oui, n'hésitez pas à me contacter, alors via vous. Via Artemus. On laissera tes coordonnées dans le descriptif de l'audio. Donc, on mettra ton numéro de téléphone sur tous les réseaux Artemus. Et ton compte OnlyFans aussi.
Écoute, on a parlé de ta fiction. Il y a aussi un prochain documentaire que tu vas sortir qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a eu le privilège d'au moins de regarder les premiers. Donc, tu as choisi de parler d'Antoine le Guérisseur. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui est Antoine le Guérisseur et pourquoi avoir décidé de faire ce documentaire? Alors, j'ai toujours eu un rapport un peu conflictuel avec la médecine traditionnelle, on va dire qu'on l'appelle la médecine traditionnelle allopathique aujourd'hui. Voilà, lié à l'histoire de ma mère, lié à mes expériences avec Pfizer, etc. Et puis très vite, j'ai eu le soupçon qu'il y avait des intérêts financiers énormes derrière toutes ces histoires, et donc il y a des choses très bénéfiques, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, bien sûr, mais donc j'ai pensé que les médecines naturelles, et certains aspects de médecine naturelle pouvaient être intéressants aussi, et que considérer la médecine comme une guérison non seulement du corps, mais de l'âme, de tout ce qui a de rapport entre le corps et l'âme, c'est-à-dire le psychosomatique, ça m'a toujours semblé essentiel. Et même à l'origine de tellement de troubles qu'on dit mentaux ou des choses comme ça. Ou même dans l'inverse de cancer, des choses comme ça. Donc toute cette circulation entre la psyché et le corps. Et donc, il se fait que j'ai découvert dans un livre que je trimballais avec moi depuis très longtemps, de déménagement, un bouquin écrit par un ami de ma mère, qui s'appelle Robert Vivier, qui écrivait un roman qui s'appelle Délivrez-nous du mal, Antoine le Guérisseur. Et au début, je crois que c'est un roman, et je dis waouh, mais c'était super bien écrit. Je dis bon, un roman des années 30. Publié chez Grasset, et puis je découvre, non, en fait, c'est un roman, mais c'est tout à fait tiré d'une histoire vraie. Et puis j'enquête à partir de là, et donc, et comme j'étais toujours intéressé par j'avais déjà fait un film, un long métrage sur la sorcellerie, le rapport à l'animisme, qui s'appelle Les Tremblements lointains, qui se passe au Sénégal, que j'avais tourné il y a 10 ans. Et tout ce qui est animiste, tout ce qui est rapport, voilà, au mystère de l'âme et du rapport entre le corps et l'âme m'a toujours intéressé. Et donc je vois qu'il y a un guérisseur belge qui, dans les années 1890 jusqu'à 1910, guérit un nombre incalculable de gens, et puis ça se transforme en religion. Il crée un culte à son nom, et puis finalement il y a presque 1 million d'adeptes. Et je veux dire, ça, l'histoire officielle n'en parle de nulle part. Ça fait partie de l'histoire populaire, donc ça a été complètement méprisé de nouveau par l'histoire officielle. Je dis, ça c'est un sujet d'enfer. Et puis je vois qu'il existe toujours des antoinistes, parce que le mec s'appelait Antoine. Aujourd'hui, je dis, je vais aller à la recherche des derniers antoinistes. Et donc voilà, ça c'est le sujet du film. Et donc à travers les derniers antoinistes, je vais à la découverte de ce gars, qui était un mineur de fond au départ, hein, et qui est déçu par le christianisme, et qui très vite se tourne vers la guérison, vers un autre rapport, surtout une communication avec les morts. Au spiritisme, notamment. Pardon ? Au spiritisme, le notamment. Spiritisme, donc le spiritisme était, il faut se rendre compte que c'était pas uniquement dans les classes populaires, parce que Victor Hugo... Tout le monde était adepte du spiritisme. Conan Doyle, il y avait beaucoup de gens qui étaient spirites à ce moment, parce que tout d'un coup, c'était une manière de revivre les mystères dans sa chair, en fait. Parce que, en général, dans les religions, c'est que le clergé qui est au contact de Dieu à travers les actes, on va dire, surtout la religion catholique. Et là, vous avez tout d'un coup un contact immédiat avec les mystères de la vie, donc les mystères de la mort, puisque vous communiquez en direct. Vous avez l'opportunité, en tout cas, de communiquer en direct avec les morts. Bon, il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres. L'Antoine en question avait un fameux don, apparemment. Et donc, à travers ça, il a pris confiance en lui et dans une certaine capacité à ressentir la souffrance des gens, en fait. Et puis, de là est née une sorte de philosophie à la limite de la religion, mais qui a une religion qui n'a pas de dogme, où on peut être antoiniste et musulman, antoiniste et chrétien, antoiniste et même athée. Parce que la notion fondamentale que j'aime bien, c'est que le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas, et en fait, en général, le mal, essentiellement, il est lié à un manque d'amour. L'absence de bien.
Et donc, elle a manque d'amour. Et donc, et un manque de lien, en fait, de lien aux autres. Et donc, voilà, ça, c'est son idée. Et donc, il a guéri beaucoup de gens de manière, on va dire, psychosomatique, un peu à l'avance, comme ça, en interprétant les mots physiques par rapport à des mots moraux ou psychologiques. D'ailleurs, excuse-moi, quand tu dis le mal n'existe pas pour les antoinistes, ça veut dire le mal dans le sens bien et mal, ou le mal physique, la maladie, les maux? Bah alors voilà, philosophiquement, c'est... Au début, je pensais comme toi. Enfin, non, pas comme dans la première interprétation que tu donnes. C'est-à-dire, le mal n'existe pas, comme le bien et le mal. Il n'y a pas cette... ce que je partage, en fait. C'est toujours tout est mélangé, on va dire. Il n'y a pas d'un côté le bien ni le mal, il n'y a pas de manichéisme. Ça, certainement. Donc, il s'oppose au manichéisme, ça c'est sûr. Mais par ailleurs, pour lui, ça va plus loin. Et ça, je l'ai découvert petit à petit et plus récemment. C'est que le mal devient un bien. Parce que le mal est un signe de quelque chose. Le mal te dit quelque chose sur toi-même. Et donc, plutôt que de considérer que l'épreuve comme une source de souffrance, lui, il retourne le truc et il dit, l'épreuve, c'est une source de bien parce qu'elle t'apporte un regard sur toi-même. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne te correspond pas et qui va que tu dois savoir lire ces signes, en fait. Voilà. Oui, non, mais ça, en fait, ça revient au principe, on va dire, métaphysique, à travers les principes dont Dieu se fait le nom. Comme en islam, Dieu a 100 noms, dont un qui est indéfinissable ou inconnaissable, souvent pour ceux qui connaissent ce dernier mot, donc les vrais sages. Mais en gros, le mal n'est pas un concept en soi. C'est le bien qui est le concept. Ouais. Et quand il y a une absence de bien, il y a du mal. Mais même dans le mal, il y a du bien, en fait. Voilà. C'est un vieux concept métaphysique très connu dans Toi, tu es musulman, par exemple Oui, moi je suis D'accord. musulman. Donc, mais c'est dans on va dire, dans toutes les traditions. C'est comme ça que c'est compris. Mais on va rentrer là-dedans. Je voulais juste préciser quelque chose parce que ça me semble important. C'est que le manichéisme, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas l'opposition entre le bien et le mal, mais ça vient des premières hérésies où c'est le monde terrestre qui était considéré comme le monde du mal, comme une correction du démiurge, et je pense que c'est ça le manichéisme au départ, parce que l'opposition du bien et du mal existe dans toutes les civilisations, et voilà, je trouvais important de préciser quand même cette notion qui est... Je pense qu'on refera une émission là-dessus, parce qu'on arrive à la fin, et que je crois qu'on peut encore faire... Non mais je finis. Là-dessus. J'avais pas donné un cours de théologie, je pourrais pas. Mais on n'a toujours pas parlé de BAM, parce que c'est vrai que on a déjà un programme philosophique sur Artemus. C'est vrai, tout à fait. Non, c'est vrai en plus. mais on va passer à BAM. Non, mais on va pouvoir revenir sur ces sujets, et tu es le bienvenu, Emmanuel, si tu veux qu'on discute de ces sujets tous ensemble. Mais voilà, il nous reste pas beaucoup de temps, et j'ai envie qu'on parle un peu de BAM. Parce qu'on on en peut a parlé dépasser un tout petit peu. très rapidement au début. Tu nous expliques que justement, tu as décidé de lancer ce média parce que il te semblait qu'il n'y avait pas de débat quand on est rentré dans cette crise du Covid. Aujourd'hui, justement, est-ce que être le fondateur de BAM, t'as pas des bâtons dans les roues pour justement suivre ton activité de réalisateur, de faire des documentaires et autres? Eh bien, apparemment, non. Je veux dire, il se pourrait que oui, mais... C'est suspicieux. C'est suspicieux. La situation était tellement grave pour moi que je me suis dit, non, mais là, j'en ai plus rien à foutre de ma carrière ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est bon. S'il y a personne, il y a tellement peu d'artistes qui bougeaient leur cul, excusez-moi de le dire comme ça, mais... Non, mais c'est vrai. On peut dire zéro, je pense. Je pense. Non, il y en a quelques-uns. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tout le monde est tellement afféodé à cette histoire de carrière. J'ai dit, c'est quoi ce délire? J'ai dit, mais bon, tant pis. Hein. J'ai dit, la situation là, pour moi, j'ai je sais pas pourquoi, attaché à la liberté de conscience et liberté en général. Et donc là, c'était plus fort que moi. En fait, j'ai dit, bon, tant pis. Je ferai autre chose si c'est nécessaire. Je ferai autre chose. Mais jusqu'à présent, je sais pas. Il y a des. Bon, est-ce que je suis plus ostracisé qu'avant? J'ai pas l'impression. Il y a aussi des gens peut-être qui dans les institutions, je ne sais pas, peut-être j'ai des anges gardiens que je connais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, en fait, on a toujours tendance à exagérer le risque. Je vois, les gens sont tellement peureux en général et frileux. Moi, j'ai d'expérience, en fait, j'ai toujours dit, j'ai fait un film, par exemple, qui s'appelle Envie, qui est un des premiers documentaires que j'ai fait sur des gars qui sont des anarchistes. Et donc, il est libre sur Vimeo et on peut le voir facilement. Donc,
Et donc au départ, le documentaire, ça n'avait pas rien à voir avec ça. Mais c'est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je me suis dit, bon, ben, moi j'y vais, je vais un peu plus loin, je pousse le bouchon un peu plus loin que ce qui était prévu dans le scénario. Et donc je suis des anarchistes, même en radicaux, hein, dans des attaques. Ils avaient attaqué, j'étais avec eux dans l'attaque du palais de justice, quand il y avait eu l'affaire Semira Adamou, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une réfugiée qui avait été étouffée par un coussin dans l'avion. Ils avaient attaqué le ministère de la Justice. Moi, j'étais avec eux à l'intérieur, entouré par le GIGN et tout le bazar. Les mecs, ils avaient peur de rien. Et donc, pourquoi je dis ça? Oui, après, je me suis dit, oh putain, je vais avoir une étiquette, c'est foutu. Je veux dire, ça y est, c'est l'ANAR de service. Pas du tout. Ça a continué. J'ai quand même eu du financement encore pour des films. Donc, je sais pas si je sers d'ANAR de service. On sait jamais. Mais voilà. Opposition contrôlée? J'en sais jamais, malgré ça. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais eu personne qui est venu me dire, mais toi, on va t'aider parce que. Il n'y a jamais, voilà. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de. Les commissions, j'ai fait partie de la commission pendant 6 ans, c'est des gens qui changent sans arrêt. Donc, c'est pas aussi contrôlé à l'intérieur qu'on le croit. Donc, c'est souvent. Il y a le président a un certain pouvoir, mais. Il y a quand même beaucoup de liberté à l'intérieur aussi. Attends, moi j'ai une question pour toi. Tu as été chez les Anars. Les Anars, on les classe à gauche. Ouais. Mais si tu avais été avec l'Action française ou quelque chose comme ça, est-ce que là, tu penses qu'on t'aurait laissé encore rentrer dans le sérail? Non. Voilà. Non. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et si on en revient à BAM, quelle était l'idée, à quoi sert ou à quoi servait BAM? Et un peu plus de 2 ans et demi après, c'est ça fait 2 ans et demi. Hein. Quel est le bilan? Quelle est l'évolution? Comment tu considères tout ça, cette aventure? Bon, écoute, sincèrement, c'est la plus belle aventure collective que j'ai vécue, parce que j'ai fait beaucoup de trucs, des squats et des choses comme ça, plein d'actions politiques. Et là, pour moi, c'est incroyable. Chaque fois, pas à chaque réunion, mais parce qu'on se réunit quand même un comité de rédaction tous les lundis, je veux dire, et il y a une énergie incroyable, il y a une sorte de... Il n'y a pas besoin de leadership, c'est moi qui coordonne, on va dire. Mais vous êtes combien? On est on oscille vraiment d'actifs entre 12 et 15, 20 parfois. C'est beaucoup. Donc, et quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup. Et donc, il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont partis revenus, mais il y a une sorte de foisonnement d'idées. J'ai tellement appris aussi, sincèrement. J'ai rencontré tellement de gens érudits. C'était tellement aussi un soulagement de voir qu'on n'était pas seul à ce moment-là, qu'on partageait beaucoup de questions et beaucoup de révoltes. On n'était pas seul par rapport à ce qui se passait. Et puis maintenant, ça continue. Maintenant, on se qualifie de doutiste, donc on se permet de douter de tout. Et par exemple, l'histoire du climat, par exemple, aujourd'hui, c'est un truc qu'on interroge. On n'accepte pas d'emblée ce truc qu'on nous présente comme une fatalité absolue et qui comme étant absolument garanti scientifiquement parce que c'est partagé par soi-disant le plus grand nombre de scientifiques. Nous on l'interroge. Maintenant on essaie de pas avoir d'a priori, d'interroger nous-mêmes de nos propres a priori, et donc ça c'est important. Donc on essaie aussi de ne pas être trop démagogique, de ne pas flatter les gens qui sont tout le temps à la recherche d'un complot, ou comme Fouché en parle bien, de toujours trouver, de nourrir le monstre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, parce qu'il y a toujours un monstre, il y a toujours derrière le monstre absolu qui va faire que ça donne sens à tout, en fait. Tu sais c'est quoi le problème du complot? C'est que, quand il devient un problème, c'est ceux qui en voient nulle part et ceux qui en voient partout. Voilà. Pardon? C'est ceux qui en voient partout. Il y en a ceux qui le voient partout et ceux qui le voient nulle part. Voilà, il faut juste l'équilibre. Voilà, parce qu'il y en a, bien sûr, mais il ne faut pas le voir partout non plus. Voilà, Et donc, c'est important de faire la part des choses, et souvent, c'est complexe. C'est beaucoup plus complexe que toutes les simplifications qu'on connaissait de nous. Ou des fois, c'est complètement bête. Et souvent, parfois, c'est complètement bête, ça c'est vrai. Et ça peut être un mélange de bêtises et de perversité, en fait. Et surtout d'auto-légitimation, parce que les gens, souvent, sont pris par leur propre rôle, ils sont obligés de continuer dans leurs mensonges, parce qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc ça, c'est un autre grand problème. Et le déni, tout ça, c'est des fonctionnements psychologiques.
Et voilà, et bam, ça continue plus que jamais. Alors maintenant, on a une croissance exponentielle. Je sais pas comment ça se fait depuis quelques semaines. Donc, on est passé là. Notre progression, elle est au-dessus de tout le monde, en fait, au-dessus de Sud Radio, au-dessus d'RTL, de RTBF, de tout le monde. Mais on n'a pas autant de public, hein. Mais on a une grosse progression. Maintenant, depuis plus d'1 an et demi, je cherche des financements parce que, en fait, ce mode de fonctionnement, strictement, bon, c'est une magnifique expérience citoyenne, mais ça, c'est limite. Donc, dans le temps, ça pourra pas durer tout le temps. Est-ce que vous fonctionnez que sur des dons? On fonctionne que sur les dons. Et donc, c'est petit. Donc, on a eu l'aide d'une fondation, la fondation Lund, qui a fait polémique. Ben voilà, bon, ils nous ont jamais rien demandé contre. Enfin, il n'y a jamais eu de contrôle de quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis maintenant, on n'a plus cette aide, donc parce qu'ils ont arrêté toute forme d'aide à tous leurs projets. Et puis maintenant, ben voilà, je cherche un moyen de semi-professionnaliser l'affaire parce que moi, par exemple, j'arrive plus à tenir. Ça me prend tellement de temps, et on est plusieurs dans le même cas, que, en fait, psychologiquement, on tient pas le coup. Et donc, vous êtes victime de votre succès, entre guillemets. Ouais, et puis c'est tous des maximalistes dans ce groupe. Et donc, ils veulent toujours en faire plus. Et donc, moi, je suis tout le temps en train de dire, ouais, stop, on fait des choix, on arrête, on fait pas tout, on privilégie des choses. Je veux dire, voilà. Et donc, mieux vaut des maximalistes que des maximarxistes. Hein. C'est aussi. Maximaliste. Ouais, Maximaliste. Voilà, et donc, bon, alors, en même temps, c'est des gens qui viennent politiquement d'opinions très différentes. Moi, au départ, j'étais plutôt écolo de gauche, hein, donc je suis revenu beaucoup de choses de l'aspect de l'écologie et de l'étiquette progressiste, on va dire, mais en même temps, voilà, ça n'empêche que voilà, c'est antiraciste fondamental, enfin, il y a peut-être tellement de choses que je partage avec. Mais la gauche m'a tellement déçu, et les écolos aussi pendant cette crise au niveau de leur choix politique, que bon, voilà, je me suis écarté, quoi. Qui ne nous a pas déçus, de toute façon. Oui, mais là, particulièrement parce que c'est quand même les écologistes et les gens de gauche, ils auraient dû quand même être plus vigilants par rapport au possible intérêt financier qui était derrière, à cette instrumentalisation de la science, de la médecine, d'une certaine forme de médecine, de cette prise du pouvoir total de l'État. Il y a quand même à un moment donné une soumission invraisemblable. Enfin, moi, je me suis battu, j'étais là, quasi me battre avec les gens du Festival des Libertés, qui faisait à l'époque sur les festivals avec sous masque et avec passeport sanitaire. Je dis what? Mais les gars, en fait, ça c'est un vrai problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a été tellement loin dans la contradiction que à un moment donné, les étiquettes ne veulent plus rien dire, en fait. Mais ça ne veut plus rien dire ce que vous dites. Du coup, vous sapez même la confiance dans les mots, vous sapez la confiance dans le sens que l'on attribue aux mots. C'est délirant, en fait. Il faut, voilà. Ah bah écoutez, on va terminer là-dessus. La gauche est décevante, BAM continue et c'est compliqué. Ouais. Et on va te souhaiter du succès, notamment dans tes documentaires, dans tes films, et aussi dans l'aventure BAM. On espère que ça continue pour vous. À fond. Et écoute, merci beaucoup. Tu t'es pas loin, donc t'es le bienvenu quand tu veux. Ben oui, on va vous inviter aussi. Hein. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. À très bientôt pour un nouvel opus du Monde d'à peu près. Ciao tout le monde.